Mes très chers collègues, mesdames et messieurs, mes chers amis, après la leçon inaugurale à laquelle certains d'entre vous ont assisté le jeudi dernier, nous allons aujourd'hui entamer donc le cycle du cours sur les révolutions dans la pensée, dans l'histoire des faits, et nous allons commencer aujourd'hui par jeter un coup d'œil sur ce que j'appelle des situations au concept de révolution. Les spécialistes et les non-spécialistes ont dû voir, d'après la densité des thèmes qui sont devant vous affichés au tableau, que ça serait un réel défi que de pouvoir vous entretenir dans le détail de tous les sujets qui sont devant vous. C'est ce que je comptais faire, c'est ce que je ferai dans le livre que je suis en train de préparer à partir du canevas que j'ai actuellement. Mais en 1h10 de temps, je ne peux pas aller dans le détail de ces thèmes. Donc je vais survoler et je m'excuse auprès de vous. De toute manière, ce que je compte faire, c'est que je ne prendrai pas l'heure et demie pour présenter mon cours, que je prendrai juste 1 heure, peut-être 1h05, et que j'aimerais après ouvrir le débat avec vous. Cela m'enrichira énormément et améliorera certainement la qualité de la future rédaction de ce livre. Alors, je commencerai par dire que, puisque notre titre c'est « Des situations au concept de révolution », que le concept est quand même le premier outil de la pensée, pas seulement en matière philosophique, mais en toute matière. Le concept est l'outil qui nous permet de nous orienter dans l'univers. C'est la boussole que nous confectionnons nous-mêmes en tant que sujet pensant pour précisément édifier notre système de pensée. Car penser exclusivement à l'intérieur du monde des phénomènes et de leurs mouvements incessants dans le temps et dans l'espace, c'est le propre de l'animal, ou du premier homme peut-être, qui n'était pas encore vraiment humain. Ces derniers pensent certainement, mais demeurent, comme les petits d'hommes d'ailleurs que nous voyons naître devant nous, demeurent dans le niveau des phénomènes eux-mêmes dont ils font partie et dont ils perçoivent de simples sensations sans lendemain, sans mémoire structurante, c'est-à-dire sans connaissance vraie. Et donc, il ne peut y avoir de véritable pensée sans concept. Ce dernier, le concept, permet donc de penser abstraitement l'unité des choses à partir de leurs fragments phénoménaux, et toute entreprise intellectuelle, quelle que soit, en particulier dans notre domaine, puisque nous allons parler d'histoire, de sociologie, de philosophie, ne peut se faire sans concept. Et le concept de révolution en est un, précisément. De même que le concept de royauté, le concept de république, de tyrannie, etc., etc. Le concept de révolution est même l'un des plus complexes à saisir parce qu'il a sa propre histoire qui est extrêmement complexe et qui a évolué avec le temps. Le concept de révolution est un concept d'abord polymorphe parce qu'il a plusieurs sens, mais c'est un concept évolutif, extrêmement évolutif. Évolutif parce qu'il est forcé d'être évolutif. Il fait partie de l'histoire, il n'a pas le choix. Et vous allez voir que justement notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 concepts qui sont issus de l'histoire des révolutions.
Il y en a un qui est extensif et sur lequel que partagent certains historiens, et il y en a un autre qui est restrictif et qui a aujourd'hui le soutien de la majeure partie des historiens. Je ne suis pas moi-même un historien, je suis un apprenti historien, mais enfin, en 3 ans d'apprentissage, je crois que je suis un bon apprenti. Et ce que je constate, c'est que nous allons d'abord avoir ce premier problème avec le concept même de révolution et ces deux points de vue, justement, le point de vue extensif et le point de vue restrictif. Nous avons un premier point de vue que j'appelle extensif et qui est partagé par un certain nombre de théoriciens et d'historiens, comme Martin Malia, par exemple, ou comme Theda Skocpol, ou comme Bernam, qui a écrit un très beau livre sur le droit et la révolution, qui est strictement tiré de l'expérience des grandes révolutions européennes, c'est-à-dire à commencer par ce qu'on appelle le siècle d'or néerlandais, parce qu'en fait tout a commencé par là, je reviendrai à cette situation, du siècle d'or néerlandais en passant par la glorieuse révolution anglaise, Glorious Revolution de 1688-1689, puis de la révolution américaine, puis de la révolution française. Et à partir de là, donc, ils ont construit un concept de révolution qui a un caractère global, c'est-à-dire que pour eux, une révolution doit toucher l'ensemble de la société. Il ne peut pas y avoir de révolution s'il n'y a pas une déstructuration de la société dans l'aménagement de ses classes sociales, de son régime politique, de ses valeurs, de ses représentations, de ses valeurs politiques et même peut-être de ses valeurs morales et même de ses mœurs, je dirais. Par exemple, Martin Malia dit clairement dans son livre « L'histoire des révolutions » que le phénomène historique appelé révolution est un phénomène historique propre à l'Europe. Theda Skocpol également, dans deux de ses livres fondamentaux, en tout cas « States and Social Revolutions, a Comparative Analysis of France, Russia and China », et dans un second livre qui s'appelle « Social Revolutions in the Modern World », elle développe l'idée, justement, que son concept de révolution, qui est tiré donc des expériences européennes, et en particulier de l'expérience russe, française et chinoise, c'est une déstructuration totale de la société. Notre problème, ou mon problème avec cette définition, c'est que nous ne pouvons pas aller très loin. Si une révolution, c'est quelque chose qui touche profondément les sociétés humaines, sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan des valeurs morales, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'aménagement des classes, etc., comme ce fut effectivement le cas de la Révolution française, de la Révolution russe, de la Révolution chinoise, ou de la Glorieuse Révolution, mais à la manière british quand même, la Glorieuse Révolution, parce qu'ils ont une manière très propre à eux de révolutionner sans le dire, en tout cas sans élan élocutoire, etc., là, oui, c'est vrai, ces sociétés ont été atteintes dans leur profondeur. Mais si nous adoptons cette définition de la révolution, je vous dis que nous n'irons pas très loin. Pourquoi ? Parce que tous les autres phénomènes qui font progresser le monde avec des révolutions que je ne qualifierai pas de mineures, mais qui ne touchent pas fondamentalement les sociétés ou qui touchent un aspect de la société qui est surtout le système politique, ne seront plus considérés comme des révolutions. Et d'ailleurs,
un bon nombre d'historiens limitent l'ère de révolution à un certain arc historique qui est celui de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, mais de l'Europe et des États-Unis, ou de certaines révolutions d'Amérique latine, et surtout de la révolution mexicaine de 1910. En un mot, si nous adoptions cette idée ou cette définition globale et profonde de la révolution, les révolutions arabes, par exemple, qui ont eu lieu depuis 1964, ça remonte déjà quand même assez loin, ne seront pas considérées comme de véritables révolutions parce qu'elles n'ont pas touché viscéralement, si j'ose m'exprimer ainsi, les sociétés dans leur profondeur, par exemple dans leurs valeurs religieuses, dans leurs valeurs morales, dans l'aménagement des classes ou dans la répartition des terres ou dans le capital, etc., etc. Et je pense que c'est pour cette raison que contre l'avis de Martin Malia, contre l'avis de Theda Skocpol, contre l'avis de John Donne, contre l'avis de Harold Burnham, d'autres historiens ont une autre option sur la définition de la Constitution. C'est le cas, par exemple, de Jack Goldstone, qui me fera l'honneur d'assister au colloque qui sera organisé dans le cadre de ce cours en janvier 2022. C'est le cas également de James Defronzo. C'est le cas de Mathilde Larère, qui a édité un très beau livre sur les révolutions, un grand livre coloré, illustré sur les révolutions. C'est le cas, par exemple, d'un politicologue comme Michel Cameau, qui tous enrichissent le concept classique de révolution, qui est tiré à partir, et uniquement à partir des expériences européennes, pour l'élargir et pour admettre qu'une révolution n'est pas forcément le bouleversement du monde pour une société. Qu'on peut avoir des révolutions strictement politiques qui touchent le système politique d'un pays, qui font chuter le système politique d'un pays sans toucher forcément la structure culturelle, religieuse, sans toucher la structure de classe de la société, autrement dit, sans admettre la définition de Harold Berman, dont je parlais tout à l'heure, qui définit la révolution en disant « c'est un changement fondamental, rapide, aux effets durables dans le système politique et social d'une société, affectant fondamentalement la population elle-même dans ses attitudes, son caractère, son système de croyances, etc. etc. » Là, cette définition est tirée de l'exceptionnalité, ou plutôt l'exceptionnelle amplitude de la Révolution française, de la cassure luthérienne très profonde qui a eu lieu en Allemagne entre 1517 et 1555, de la rupture calviniste anglaise qui a provoqué par voie de conséquence la Révolution anglaise entre 1649 et 1689, qui a été l'occasion du développement du parlementarisme, du régime représentatif, du constitutionnalisme, etc., etc. Par conséquent, le point de vue que j'adopte personnellement, c'est le point de vue de ces historiens plus jeunes, certainement. Jack Goldstone est un jeune historien qui a une production extrêmement intéressante et extrêmement développée sur les révolutions. Et dans son livre très intéressant qui s'appelle A Brief Introduction to Revolutions, il intègre dans son analyse les révolutions arabes précisément parce qu'il admet une conception beaucoup plus limitée de la révolution, ce qui lui permet d'intégrer dans son analyse les révolutions arabes. Voilà donc pour, disons, annoncer la perspective dans laquelle je m'inscrirai personnellement. C'est la perspective plus jeune, disons, plus récente de l'analyse des révolutions, et notamment celle de Jack Goldstone, ou de Mathilde Larère, ou de James Defronzo.
L'histoire des révolutions, justement, l'histoire du concept de révolution fait que ce dernier a subi des mutations qui le font passer de l'historiographie à l'idéologie. Car les révolutions européennes ou américaines dont il a été question ont été ensuite pensées par l'historiographie, mais après coup, après leur intervention. Certes, elles ont eu des racines intellectuelles, les Lumières pour la Révolution française, par exemple, le constitutionnalisme anglais et le calvinisme anglais pour la Révolution américaine, etc. Elles ont eu leurs racines, mais elles ont été pensées après coup par des centaines d'auteurs qui les ont théorisées, qui ont essayé de comprendre leur sens, de les interpréter, et Dieu sait combien les interprétations divergent sur la Révolution française, par exemple, ou sur la Révolution américaine, ou sur d'autres révolutions, sur ce qu'on appelle les révolutions majeures ou les grandes révolutions. Donc, il s'agit ici de penser la Révolution dans le cadre de l'historiographie, c'est-à-dire d'une pensée post-révolutionnaire. Mais justement, l'histoire du concept de révolution a fait que, par l'expérience des révolutions, il s'est institué une deuxième fabrique de pensée révolutionnaire qui transforme l'historiographie en idéologie. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que la révolution n'est plus, dans ce cadre-là, n'est plus un concept post-événementiel, mais pré-événementiel. C'est devenu un canevas, c'est devenu un plan, c'est devenu une revendication d'action sociale et d'action politique, et c'est bien entendu le cas de toutes les révolutions communistes. La révolution soviétique, la révolution bolchevique en Russie ou la révolution chinoise en Chine ont d'abord été pensées par des penseurs qui sont Marx, Engels et Trotsky, etc. Et à partir de cette pensée, c'est devenu un programme d'action. Et autrement dit, nous sommes passés de la conception de la révolution en tant qu'historiographie vers une conception de la révolution en tant qu'idéologie. Le concept de révolution est devenu idéologique. Donc nous allons d'abord, et c'est le plan que j'adopterai pour, disons, présenter mes idées sur cette question. Dans une première partie, les révolutions libérales des XVIIe, XIXe siècles et leur historiographie, et ensuite je verrai dans une deuxième partie ce que j'appelle faire la révolution. Il ne s'agit plus de penser la révolution, mais de faire la révolution, et c'est l'optique marxiste, c'est l'optique du communisme, faire la révolution, c'est-à-dire la révolution comme idéologie. Alors, commençons par le commencement, les révolutions libérales des XVIIe, XIXe siècles et leur émergence à partir de ce qu'on appelle le siècle d'or néerlandais. Car tout a commencé là. Dans cette zone de l'Europe qui était dominée par l'Espagne, par la monarchie espagnole, qui dépendait du Saint-Empire romain germanique, et qui a connu une révolution, d'abord intellectuelle, artistique, religieuse surtout, une partie des Pays-Bas espagnols qui étaient unifiés sous l'empire espagnol, sous la monarchie espagnole, par l'effet des réformes protestantes, est devenue la terre d'accueil de la première idée de liberté, si j'ose m'exprimer ainsi, et ce fut là ce qu'on appelle le siècle d'or hollandais.
C'est le fruit d'une révolution essentiellement religieuse, mais comme une révolution religieuse ne peut pas rester sans effet politique, ce fut également une révolution politique, mais également une révolution culturelle immense, symbolisée par des figures, de grandes figures de la peinture, par exemple comme celle de Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, Christoph Huygens, et dans le domaine du droit par Hugo Grotius ou par Erasme de Rotterdam ou plus tard par la philosophie de Spinoza, bien que ce dernier ait été victime de l'intolérance religieuse. Mais enfin, il a quand même produit ce qu'il a produit. Donc, dans ce creuset du siècle d'or néerlandais, il y a eu la manifestation dans l'histoire de cette révolution intellectuelle, cette révolution de la pensée, de la religion, des valeurs. Elle s'est manifestée par la constitution de la République des Provinces-Unies en 1581. Alors, il se passe une très grande chose en 1581. Je suis obligé d'abandonner mes notes un petit peu pour ne pas tomber dans le détail, parce que si je tombe dans le détail, je sais que ça me prendra beaucoup de temps. Ce qui s'est passé en 1581, c'est que une partie des Pays-Bas espagnols, 7 provinces des Pays-Bas espagnols, se sont séparées justement de l'Espagne, ont demandé leur indépendance. Après de longues guerres contre les armées espagnoles, depuis la révolte des Gueux, ça a duré quasiment 80 ans, n'est-ce pas? La République des Provinces-Unies en 1581 s'est constituée après une guerre qui a duré 80 ans de 1568 à 1648 contre l'Espagne. Elle a commencé par la guerre qu'on appelle la guerre des Gueux, qui est loin d'être la guerre des Gueux. D'ailleurs, c'est une révolte nobiliaire. Ça n'a rien à voir avec les Gueux au sens... C'est par dérision que les révolutionnaires appelés les Gueux ont envoyé à la figure de la monarchie espagnole pour se moquer d'elle, justement, parce qu'ils les ont qualifiés de Gueux, donc ils se sont emparés du qualificatif pour le renvoyer au visage de leur tuteur. Et cette révolution qui a duré donc très longtemps, c'était à la fois une révolution politique, mais également une révolution religieuse, déjà, puisque déjà elle opposait au catholicisme romain, qui est celui des Espagnols, et qui le reste toujours d'ailleurs, une autre conception de la religion. Et après quelques victoires contre les armées espagnoles, ces 7 provinces ont fini par constituer la République des Provinces-Unies en 1781. Elle sera reconnue après beaucoup de difficultés par l'Espagne, mais il faudra attendre 1648 et les traités de Westphalie pour que l'Espagne reconnaisse officiellement l'indépendance de la République des Provinces-Unies. Mais ce qui est important pour nous, oublions les événements. Ce qui est important pour nous, c'est que dans cette République des Provinces-Unies qui inspirera plus tard le mouvement des patriotes et la constitution de la République batave qui deviendra une république sœur de la Révolution française. Et vous voyez que le cycle historique est très long. Donc nous avons le siècle d'or hollandais, puis ensuite la constitution de la République des Provinces-Unies en 1581, ensuite le mouvement batave, beaucoup plus tard, le mouvement batave, presque en même temps que celui de la Révolution française, et la constitution de la République batave qui deviendra une république sœur de la Révolution française. D'ailleurs, c'est la Révolution française et les armées françaises, et notamment après Napoléon, qui ont sauvé la République batave, qui est devenue une république sœur de la République française. Qu'y a-t-il d'important dans tout cela? Pourquoi nous sommes en train de parler de tout cela? Ce qui est important, c'est que se constituent dans cette zone de l'Europe des idées fondamentales pour les futures révolutions, et notamment la Révolution française. Premièrement, l'idée de république, d'abord.
C'est pour l'une des premières fois qu'on prononce le nom de République. Vous vous rendez compte? En 1581, nous sommes à la fin du XVIe siècle, et la République est proclamée, non pas seulement pensée, mais elle est proclamée contre une monarchie, contre un empire. Donc la première idée importante, c'est l'idée de République. Et la monarchie, l'idée de monarchie, déjà commence à être contestée. La deuxième idée extrêmement intéressante, c'est l'idée de la liberté. L'idée de la liberté, à partir de la liberté de conscience, à partir de la liberté de religion, ce qui était impensable à l'époque. Enfin, les peuples devaient avoir la religion de leur roi, de leur société. Il était très difficile de sortir de la religion de son groupe. Or là, on admet la liberté de religion et les provinces unies détachées de l'Empire espagnol deviennent le refuge de tous les opprimés qui sont victimes de la répression religieuse. Ils viennent en Hollande et s'installent là-bas et diffusent par conséquent leurs idées. Donc l'idée de liberté et enfin l'idée de l'égalité, puisque la constitution de la République des provinces unies, mais beaucoup plus tard surtout le mouvement des patriotes avec son dirigeant Johan Derk van der Capellen défendait l'idée de l'égalité entre les hommes, de la liberté de croyance d'abord, mais de la liberté entre les hommes. Remarquez, de l'égalité entre les hommes. L'idée d'égalité n'est pas tellement nouvelle parce que, comme nous l'avons vu dans la conférence inaugurale jeudi dernier, elle remonte au Moyen-Âge et à l'utopie de Thomas More qui a écrit son Utopia au début du XVIe siècle. Pardon. Donc tout commence par là. Et puis ensuite, toujours grâce au protestantisme, parce que n'oublions pas que dans cette République des Provinces Unies et en Hollande, n'est-ce pas, se développent les idées de liberté, grâce au protestantisme, le mouvement va devenir beaucoup plus diffus et va se diffuser d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis et ensuite en France. Mais en France, il va exploser. Ça va devenir quelque chose de presque qualitativement différent. L'Angleterre, en effet, c'est que les événements révolutionnaires anglais des XVIIe siècle, avec les révolutions de 1649, puis 1688-1689, qu'on appelle la Glorious Revolution, consacre le terme de révolution et nous voyons ici alors se constituer le terme de révolution et avec les différents sens ou avec sa composition, les principes qui le composent, c'est-à-dire le principe de liberté, d'égalité, le principe de liberté, d'égalité et de république surtout, c'est-à-dire identification du peuple et d'un État qui ne soit pas héréditaire et dont le fondement remonte au peuple. Alors, on commence à utiliser le terme, et d'ailleurs, cette réflexion se retrouve chez un protestant sous la plume de Jurieu, qui dit « Les Anglais appellent la Révolution le changement arrivé par l'abdication de Jacques II et l'établissement de Guillaume III, et ils en font une époque. » Autrement dit, les Anglais ont décidé que, par la suite de la chute de la monarchie, eh bien, on avait une révolution. Et donc, après la chute de Jacques II en 1688, par l'effet de la fameuse Glorious Revolution, le concept de révolution se précise et prend sa connotation moderne avec ses multiples ramifications. Une révolution constitue tout d'abord un changement radical de régime politique. Le régime politique de l'époque étant un régime monarchique, donc la révolution devait aboutir à la chute de la monarchie. Le régime politique de l'époque étant une aristocratie gouvernante, une noblesse gouvernante, la révolution s'identifiait
à un phénomène dans lequel le peuple joue un rôle primordial. Enfin, le régime politique de l'époque étant absolutiste, la Révolution constitue une rupture idéologique qui a pour ambition la liberté, le bonheur et l'autodétermination du peuple. Et les Anglais l'expriment dans ces idées nouvelles, n'est-ce pas, qui ont circulé à travers l'Europe, et la connivence, je dirais presque, entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Ils l'ont exprimé dans des textes extrêmement importants et bien entendu dans le Bill of Rights de 1689, dont le titre exact en anglais, ce n'est pas exactement le Bill of Rights, c'est d'un Act declaring the rights and liberties of the subject and settling the succession of the crown. Il s'agissait donc de régler le problème de la succession au trône et pour le faire, disons, admettre par le peuple, pour le ramener à son fondement populaire, mais il fallait repenser la philosophie politique avec les nouveaux principes de gouvernement, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la République. La République qui a été instaurée en Angleterre, malheureusement avec une dictature, c'est-à-dire le Commonwealth de Thomas Cromwell. Ce fut une république. Et cet état d'esprit avait été déjà déclaré dans un document fort important que je considère personnellement comme fort important, mais qui n'est pas très connu, disons, du public. C'est le document qui a été élaboré au XVIIe siècle qui s'appelle l'Accord du peuple d'Angleterre. L'Accord du peuple d'Angleterre, An Agreement of the People, qui a été signé le 1er mai 1649, après les guerres civiles de 1642 et 1648 à Londres, par les représentants d'un parti qu'on appelle en français le parti des niveleurs, en anglais Levelers Party, qui étaient des opposants socialisants à la politique de Thomas Cromwell. Et certains auteurs, certains historiens considèrent que cet accord du peuple d'Angleterre, c'est la première constitution dans le monde européen. C'est quasiment la première constitution écrite du monde européen. Bon, je pense que c'est un peu excessif, mais on pourrait le dire. En tout cas, certains historiens l'ont pensé, ne serait-ce que par l'idée que ce document commence par « We, the people of England », nous, libre peuple d'Angleterre, qu'il faut comparer avec le « We, the people of the United States ». Et vous voyez que cette formule a circulé de l'Angleterre vers les États-Unis, puisque la Constitution des États-Unis commence par la formule « We, the people of United States », que Obama, d'ailleurs, a répété je ne sais pas combien de fois lors de ses discours. Et donc, ces idées des niveleurs ont été très importantes et ont été connues en France, n'est-ce pas? Ont été connues en France. Certains révolutionnaires ont lu l'accord du peuple, ont donc eu les documents, et donc il a eu une influence sur aussi bien la Révolution américaine que sur la Révolution française. Bon, alors nous allons passer quand même sur les autres grands textes anglais. Je n'ai pas le temps de les développer. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que le concept de révolution circule, donc comme nous l'avons vu, il va en Angleterre et puis il va tout de suite aller en Amérique du Nord avec la Révolution américaine. Cette révolution couronne une guerre d'indépendance en réalité, et c'est là la nouveauté. La nouveauté de la Révolution américaine n'est pas tellement au niveau des idées, parce que les Américains reprennent le constitutionnalisme anglais. Thomas Jefferson s'en défendait, mais franchement, et ça Tocqueville l'a très bien vu, la Révolution américaine en fait était imbibée, elle respirait le constitutionnalisme anglais et la philosophie politique anglaise. Les Américains n'ont rien inventé vraiment de nouveau, ils ont renvoyé aux Anglais ce que les Anglais refusaient aux Américains. Et dans la déclaration d'indépendance américaine
c'est très très clair. Les Américains reprochent aux Anglais de se faire des libertés pour eux-mêmes et de la refuser à leurs colonies, à leurs 13 colonies. Et donc, c'était offusqué de cette injustice et renvoyer les valeurs politiques et religieuses de l'Angleterre, leur renvoyer à la figure en leur disant « mais c'est incroyable, vous prenez les libertés, vous prenez les droits et vous ne laissez rien ». C'est ce que disaient les insurgés de Boston, n'est-ce pas? Toute l'affaire a commencé à Boston pour une simple question de fiscalité. Et ces insurgés de Boston, qui en réalité avaient mené une révolte fiscale contre la taxe qui frappait le thé, n'est-ce pas? Et l'Angleterre a voulu faire profiter la Compagnie des Indes orientales de certains privilèges fiscaux sur le thé, ce qui avait beaucoup défavorisé les planteurs américains qui se sont insurgés à Boston, et puis l'insurrection de Boston s'est disons, diffusée dans l'ensemble des 13 colonies jusqu'à ce que le 4 juillet 1776, les Américains déclarent leur indépendance et ensuite ce fut la guerre, n'est-ce pas, entre les 13 colonies, une guerre, une véritable guerre qui est à la fois une guerre internationale et une guerre civile. Guerre internationale parce qu'elle opposait deux armées, deux États, mais guerre un peu civile parce qu'elle opposait les deux branches d'une même souche, n'est-ce pas, d'une même souche, qui est la souche anglaise. En tout cas, en 1781, les Anglais subissent une défaite énorme, la défaite de Yorktown, le 19 octobre 1781, face aux troupes américaines, sans oublier que ces troupes américaines n'auraient jamais emporté la victoire sur l'Angleterre s'il n'y avait pas eu Lafayette et Rochambeau sur place. C'est eux qui ont sauvé l'armée américaine contre les Anglais. L'hostilité entre l'Angleterre et la France étant connue, c'est grâce au soutien français, puisque n'oublions pas quand même que dans cette bataille de Yorktown, Rochambeau était là et Lafayette était là. Et ensuite, Lafayette et Rochambeau vont revenir en France et il va y avoir le retour des soldats français et des officiers français après la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1781, après la fin de la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. Oui, c'est ça. Et donc vont diffuser les idées de la Révolution américaine en France. Et effectivement, la Révolution américaine a eu un énorme effet sur les révolutionnaires français. Dans le cours inaugural que j'ai prononcé le jeudi dernier, j'avais insisté sur la portée éthique des révolutions. Et j'avais cité Kant, etc., pour dire qu'une révolution avait un caractère éthique très prononcé. Mais je dois avouer ici que je dois relativiser cette idée à partir de la Révolution américaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Révolution américaine a profité à ceux qui y avaient intérêt. Elle n'a pas profité aux Premières Nations qui, par l'effet de la Révolution américaine, se sont vues totalement décimées. Ce fut un véritable génocide, ne l'oublions pas, n'est-ce pas? Les populations amérindiennes sont passées d'une vingtaine de millions de personnes au moment de la Révolution américaine à quelques milliers après, parce qu'il y a eu réellement une sorte d'ethnocide. Enfin, les Américains n'aiment pas tellement qu'on leur dise cela, mais bon, disons-le gentiment, mais ce fut le cas, nous l'oublions. Et puis surtout, il y a les populations noires qui, loin de bénéficier de la Révolution américaine, en ont souffert jusqu'à ce que les idées changent. Et je vous rappelle d'ailleurs que plusieurs révolutionnaires américains étaient possesseurs d'esclaves et que donc la Révolution d'Amérique du Nord, sur le plan éthique, c'est vrai, fut une révolution, mais quand même, il faudrait relativiser l'idée que toute révolution a un caractère éthique, comme je l'ai dit dans la dernière conférence d'ouverture. Quoi qu'il en soit, l'idée de révolution continue toujours à circuler,
Et la dernière étape, c'est la Révolution française. Peut-être, sur le plan chronologique, mais ce fut loin d'être la moindre au niveau de l'impact. Ne serait-ce qu'à cause de la circulation de la Révolution française, dont je parlerai et dont je dirai un mot. La Révolution française, d'abord, il est sûr qu'elle a été impactée, nous dirions aujourd'hui, par ce qui s'est passé avant, et notamment la Révolution américaine. Peut-être que je n'ai pas assez insisté sur la présence des Américains tout à côté des révolutionnaires français. Les révolutionnaires français étaient en constante relation avec les Américains, et notamment avec Jefferson. Ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est qu'une toute petite république, la République de Genève, a fait sa propre révolution en 1782. Elle a été écrasée en fin de compte. Mais les révolutionnaires, les natifs, comme on disait à l'époque, les natifs, parce qu'à Genève, il y avait les patriciens et les natifs. Alors les patriciens, c'était la noblesse, et les natifs, ce sont les résidents qui n'avaient pas ce droit de bourgeoisie et qui ne pouvaient pas appartenir. Ils pouvaient avoir le droit de bourgeoisie, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas appartenir à la classe des patriciens. Il y a eu une véritable révolution sociale. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que Jean-Jacques Rousseau soit citoyen de Genève et que Ferney, la ville de Voltaire, soit à la lisière entre la France et Genève. En tout cas, Genève participa à l'épopée révolutionnaire en France, en particulier avec la Révolution de 1782. Et au cours de mes recherches sur cette révolution de Genève et son impact sur la Révolution française, pour la raison que les réfugiés après l'échec de la Révolution de Genève, se sont réfugiés en France et ont été dans le cercle de Mirabeau. C'était les amis de Mirabeau. Donc le courrier de Provence, n'est-ce pas, c'était pour eux une sorte de porte-parole, de porte-voix. En tout cas, c'était les amis de Mirabeau, et ils assistaient aux travaux de l'Assemblée constituante tellement que certains révolutionnaires de l'Assemblée constituante leur ont reproché d'être là en leur disant « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des étrangers, sortez de chez nous, etc. » Il y a eu quelques querelles à cause de la présence des Genevois au sein même de l'Assemblée française. C'est pour vous dire donc que cette révolution française baignait dans un climat révolutionnaire généralisé en Europe, et notamment la révolution de Genève. Ce qui nous intéresse dans la Révolution française, dont on ne va pas reprendre les événements ici, ça serait hors de question. Ce qui est frappant dans la Révolution française, c'est que les autres révolutions ont été localisées. Elles ne sont jamais vraiment sorties de leur ère, au moins de leur ère culturelle. Nous nous déplaçons de la Hollande vers l'Angleterre, de l'Angleterre vers les États-Unis, l'Europe du Nord, ce qui est aujourd'hui la Belgique, toujours dans la mouvance des Pays-Bas, n'est-ce pas? Parce que les Pays-Bas s'étendaient sur la Belgique d'aujourd'hui, le Luxembourg, etc. Donc nous restons quand même à l'intérieur du même cercle culturel, du même cercle idéologique, si vous voulez, du même cercle de pensée, disons. Ce qui fait la caractéristique spécifique de la Révolution française, c'est que pour divers motifs qu'il m'est impossible de détailler, elle est devenue la révolution de référence pour le monde entier, y compris pour la Révolution chinoise. Et lorsque Zhou Enlai a été interrogé sur la Révolution française, qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française? Il a répondu « elle est en train de se faire ». Elle est en train encore de se faire, c'est-à-dire en Chine. C'est fabuleux. L'impact de la Révolution française sur le monde a été extrêmement fort. Pourquoi? D'abord parce que la Révolution française
s'est complétée elle-même. Nous avons plusieurs révolutions françaises à l'intérieur de la Révolution française. Il y a eu la révolution nobiliaire, d'ailleurs. D'abord, n'oublions pas, la Révolution française a commencé par être une révolution nobiliaire. Ce sont les nobles qui ont refusé les réformes fiscales de Louis XVI, lequel Louis XVI avait convoqué, avant les États généraux, avait convoqué une assemblée des nobles pour faire avaliser ces réformes, et ce sont les nobles qui ont refusé les réformes de Louis XVI et qui ont demandé la convocation des États généraux. C'est incroyable. Cette révolution française, par conséquent, et ça je l'ai appris en fréquentant les historiens, a d'abord été une révolution nobiliaire. Et puis ensuite, la monarchie a complètement perdu le contrôle des choses et l'histoire, qui a sa propre mécanique, a commencé à aller au-delà, pour devenir une révolution bourgeoise, une révolution de juristes, une révolution d'avocats, une révolution de propriétaires, une révolution d'industriels, donc devenue une révolution bourgeoise. Et vous savez qu'il y a toute une interprétation de la Révolution française d'après laquelle c'est une révolution bourgeoise. Et puis, il y a eu le moment de 1792-1793 où le roi perd son... le roi est décapité. La famille royale est décapitée malgré les menaces terribles de toute l'Europe contre la France à l'époque, et notamment le manifeste de Brunswick, qui a, hélas, disons-le entre parenthèses, qui a précipité la mort de Louis XVI. En fait, ça a été une très très grosse erreur politique que ce manifeste de Brunswick, menaçant les révolutionnaires français. Cela a permis la victoire de Valmy contre les armées de... Et la victoire de Valmy, ça a été la consécration quasiment presque internationale de la Révolution française. Mais le problème de la Révolution, enfin le problème, plutôt peut-être le mérite de la Révolution française, c'est qu'elle n'est pas restée dans le cercle européen. Elle n'est pas restée dans le cercle européen. Elle s'est complétée elle-même par la révolution des montagnards, n'est-ce pas, la Convention, la révolution qui a... Vous savez que Marx avait dit que... non, Jean Jaurès a dit que la déclaration de 1793, la déclaration des droits de l'homme de 1793, c'était le début de la révolution prolétarienne. Ça, c'est le mot de Jaurès, qui a écrit une grande histoire socialiste. Et c'est un peu vrai parce qu'effectivement, ça se complète. Mais la Révolution française s'est complétée par d'autres révolutions qui l'ont reprise un peu à leur manière. D'abord, la Révolution de 1830, mais surtout la Révolution de 1848, le Printemps des peuples, et après cela, la Commune de Paris, qui a repris à son compte beaucoup de symboles de la Révolution française, y compris le calendrier. C'est très curieux. Bon. En tout cas, je reviens à mon idée. La Révolution française, ce qui la caractérise, ce n'est pas cette révolution en tant que telle, dans une zone qui s'appelle l'Europe, c'est autre chose. C'est que la Révolution française a déchiré le monde, a déchiré le voile mondial. Elle s'est partout imposée, et je suis bien placé pour en parler parce que personnellement, j'appartiens au monde arabe. Et je sais ce que les Arabes ont commencé à déconstruire leur propre pensée théologique et philosophique, etc., à partir de la Révolution française. C'est en découvrant la Révolution française que la réforme du monde arabe, la réforme globale du monde arabe a commencé. Donc, d'abord, la Révolution française, c'est une formidable histoire d'exportation. C'est une formidable histoire d'expatriation. Pas seulement en Europe, bien sûr en Europe, parce qu'elle s'est étendue à la Hollande, elle s'est étendue surtout à la Pologne. Et la Pologne a été... J'ai tout un développement ici sur la Pologne que je vais dépasser. Il est très intéressant parce qu'en fait, la Pologne a conservé sa noblesse, mais a fait la révolution démocratique à l'intérieur de sa noblesse. C'est extrêmement intéressant. Mais ce qui nous intéresse, donc, nous, c'est l'expatriation de la Révolution française. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, excusez-moi, c'est l'exportation de la Révolution française dans des pays comme l'Amérique latine, le monde arabe et la Turquie.
Et je commencerai par la Turquie. La Révolution française a une énorme influence sur le mouvement jeune turc. Là encore, je dois voltiger et aller très vite parce que j'ai beaucoup de détails, plusieurs détails sur cette question-là qui est très intéressante, l'influence de la franc-maçonnerie, par exemple, le rapport entre la franc-maçonnerie et la Révolution française, l'influence de la franc-maçonnerie et des idées de la Révolution française sur le mouvement jeune turc, etc. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Un seul exemple. Le mouvement jeune turc a été fondé à Istanbul le 14 juillet 1889, jour centenaire de la Révolution française. Et ça a été fait exprès, hein, ce n'est pas un hasard de l'histoire. Les révolutionnaires du mouvement jeune turc ont choisi cette date pour dire combien ils adhéraient contre leur propre système politique impérial aux idées de la Révolution française. Et donc, ils ont choisi cette date exprès, de même qu'ils ont choisi exprès également la devise de la République française, de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, à laquelle ils ont ajouté, pour faire turc, justice. Voilà. Et le premier congrès du mouvement jeune turc, très curieusement, s'est tenu à Paris. Donc la fondation s'est faite à Istanbul, mais le premier congrès du mouvement jeune turc s'est tenu à Paris en février 1902. Et en 1907, les jeunes turcs de Paris et de Salonique fusionnent pour former le comité Union et Progrès, le CUP, très actif en Macédoine, et les régiments envoyés par le sultan turc pour réprimer la révolution jeune turque fraternisent avec les insurgés, et le 24 juillet 1908, le sultan a été obligé de rétablir la constitution de 1876. Et il a abdiqué, après une tentative de contre-révolution, il a abdiqué en 1909. Donc, l'expatriation de la Révolution française a eu lieu en Turquie, sur la grande réformation turque. Mais également en Amérique latine. Là aussi, je suis obligé de passer très vite. Des leaders nationalistes colombiens comme Antonio Nariño ou bien Simón Bolívar lui-même, ont adopté la Révolution française comme leur chose. D'ailleurs, il paraît que Simón Bolívar aimait à se comparer à Napoléon parce qu'il estimait que Napoléon était le révolutionnaire par excellence. Je ne sais pas si c'est vrai, là, les historiens nous renseigneront là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Simón Bolívar a lu des ouvrages sur la Révolution française, de même qu'Antonio Nariño, qui est le collaborateur, mais également un peu le concurrent de Simón Bolívar, ont pris connaissance d'un livre qui était un livre en plusieurs volumes, publié par des auteurs inconnus qui s'appelle « Deux amis de la liberté » et qui est intitulé « Histoire de la Révolution de 1789 » et de l'établissement d'une constitution en France, précédée de l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette révolution mémorable. Ils l'ont lu, et Bolivar, nous avons certains discours de Bolivar que j'ai consultés directement dans leur texte. Par exemple, le discours qu'il prononça au congrès d'Angostura le 15 février 1819 était un exemple de ce rituel bolivarien collé à la Révolution française. Et c'est à cette occasion qu'il planta un arbre de la liberté. Un arbre de la liberté, c'est-à-dire le geste un peu symbolique de la Révolution française. Pour le monde arabe, je peux vous dire que la Révolution française, que ce soit en Tunisie, en Égypte, surtout en Égypte et en Tunisie, ce sont les deux États qui ont collé à la Révolution française plus que d'autres États arabes. Rifa'a Rafa al-Tahtawi
qui a écrit un petit livre extraordinaire sur son voyage à Paris. Il a été envoyé pour le Khedive avec une délégation d'étudiants pour connaître la France, pour découvrir la France. Il est l'un des premiers à regarder la Révolution française avec un œil positif. Parce qu'avant cela, ceux qui étaient à la conférence inaugurale l'ont certainement compris, l'idée de révolution était incompréhensible dans le cadre de la théologie politique islamique classique et de l'anthropologie historique que j'avais présentée jeudi dernier. Elle était incompréhensible. Mais c'est à partir justement de ce voyage de Tahtaoui en Égypte que nous commençons à réfléchir, que les Arabes commencent à réfléchir sur l'idée que peut-être une révolution n'est pas aussi négative qu'on le croirait, que ça peut apporter des idées nouvelles, que ça peut apporter du progrès, etc. Et nous voyons que ce Rifa' Arafat al-Tahtawi, de même que beaucoup plus tard, Raihani, vont commencer à penser la révolution dans une toute autre optique. Raihani, n'en parlons pas, il écrit en 1954 un livre qu'il appelle Kitab al-Thawrat, qui est vraiment presque un livre sur la Révolution française, une admiration pour la Révolution française, et il l'écrit avec cœur, il l'écrit avec passion. Il a pour la Révolution française des mots d'une tendresse inouïe, et ça sent l'admiration, n'est-ce pas, de la tête, mais également du cœur quand même. Et Rifa' Arafat al-Tahtawi, bien avant lui, donc nous sommes vers 1830, Rifa' Arafat al-Tahtawi dans Talkhis al-Ibriz fi Talkhis Bariz, dans un livre qui s'appelle Takhlis al-Ibriz fi Talkhis Bariz, c'est-à-dire l'épuration de l'or à partir de l'expérience vécue en France. Il essaye de tirer l'or de la pensée à partir de ce qu'il a vu en France. Alors, inutile de vous dire qu'il a été très impressionné par les premières découvertes industrielles, le télégraphe, bon, il n'y avait pas encore le téléphone, mais il y a la locomotive. Bon, non, mais surtout, ce qui l'intéressait, c'est l'idée suivante. La France est forte, l'Europe est forte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de bonnes idées politiques, parce qu'ils ont fait une révolution, parce qu'ils ont repensé leur système politique, parce qu'ils ont inventé le constitutionnalisme, parce qu'ils ont inventé les droits de l'homme. Et plus tard, Raihani reprendra la même chose, et je peux vous dire que Bourguiba pensait à peu près, Sophie Bessis est là, elle le connaît mieux que moi, pensez à peu près la même chose, puisqu'il dit « Nous avons tout appris de la Révolution française ou quelque chose d'approximatif ». Mais est-ce seulement dans le monde arabe et dans le monde musulman ? Pas du tout. Pas du tout. Sun Yat-sen était modelé par la pensée révolutionnaire française. Les Japonais ont créé des écoles pour enseigner les principes de la Révolution française, ont élaboré des journaux pour penser la Révolution française. Ce fut donc, pour conclure notre propos sur cet immense impact de la Révolution française dans le monde, et non pas, et là vraiment je peux vous dire que je m'en tiens à des petites touches artistiques sans aller dans le détail parce que mon programme est immense pour aujourd'hui, je ne pourrai pas le tenir. Donc avec ces petites touches, nous percevons une chose par laquelle je vais conclure cette première partie en vous promettant que la deuxième sera beaucoup plus courte. Mais je pense que la première valait l'exposer. L'idée de révolution, donc le concept de révolution, comme l'a dit Martin Malia, est une invention européenne, nous sommes d'accord. Mais il restera à l'intérieur du cadre européen, avec les Anglais, les Américains, les Hollandais, mais il franchira les frontières de l'Europe pour aller dans le monde
grâce à la Révolution française. Et pas pour aller dans le monde uniquement du libéralisme, mais pour aller dans le monde du communisme, grâce aux travaux de Karl Marx sur la Révolution française. Et ensuite, l'adaptation de cette idée de révolution qui a été pensée dans des sociétés industrielles ou en état de révolution industrielle pour devenir l'outil d'émancipation d'un monde qui n'est pas celui de la révolution industrielle, qui n'est pas celui de la révolution scientifique, qui n'est pas celui de la révolution technologique, mais qui était celui de la paysannerie, même pas du prolétariat, mais de la paysannerie. Et ça, ce fut la grande œuvre du maoïsme, mais un petit peu également des Russes. De telle sorte que maintenant, nous sommes passés à un nouveau stade. Nous ne pensons plus la révolution, nous la faisons. Nous devons la faire. Faire la révolution, ce fut l'expérience de toute cette nouvelle conception de la révolution qui devient quelque chose à planifier, qui devient quelque chose à édifier, donc à mettre en exécution. C'est un plan qu'on met en exécution. Bien sûr, il y a eu le moment russe, sur lequel également je ne vais pas aller dans le détail, le moment chinois en 1949. Ce sont les deux grandes épopées historiques qui ont remué le monde, autant peut-être, sinon plus que la Révolution française. En effet, ils sont venus apporter une réponse au véritable problème des nations non industrialisées. C'est l'immense décalage de fortune, de statut social, d'inégalité qu'il fallait résoudre. Parce que, je l'ai dit au moment de la conférence inaugurale, le grand problème qui a préoccupé les humains est un problème éthique, et d'ailleurs les révolutions, c'est la marche de l'éthique dans l'histoire. Comment résoudre ce problème de l'inégalité qui est quasiment un problème, presque une fatalité des sociétés humaines, que nous n'avons malheureusement pas réussi vraiment à résoudre, sauf dans quelques nations, surtout les nations du Nord, comme la Suède, le Danemark, la Norvège, peut-être également la Suisse. Moins vrai pour les autres nations européennes. Regardez les spectacles que nous voyons ici dans cette grande ville de Paris qui est si luxueuse, si magnifique, et pourtant, ce que nous voyons dans les rues. Et donc, il a fallu faire quelque chose, penser quelque chose, et pour penser ce quelque chose, Marx s'est accroché encore une fois à l'idée ou plutôt à l'expérience française dans deux de ses livres, Les luttes des classes en France et ensuite La guerre civile en France, le premier ayant été écrit en 1848-1850 et le deuxième en 1871. Et à partir de là, il y a eu une transformation totale. Marx a pensé la révolution prolétarienne dans le cadre européen. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ses livres, de même que Engels d'ailleurs. Mais ensuite, nous allons avoir, avec la révolution russe, mais surtout avec la révolution chinoise, une embardée complète, une déportation complète de l'idée même de révolution. D'abord, nous allons sortir du cadre industriel et urbain vers le cadre rural et paysan. Et à partir de l'expérience chinoise qui a commencé par une révolution libérale avec Sun Yat-sen, nous ne l'oublions pas, c'était tout à fait la révolution française dans son épure, avec des représentations chinoises, il faut dire, dans la pensée de Sun Yat-sen, nous en sommes venus à repenser totalement l'idée de révolution dans la guerre qui opposa le nationalisme post-Sun Yat-sen au communisme et qui a abouti, après une guerre civile qui fut atroce,
qui a abouti à la constitution de la République soviétique chinoise en 1931. Je dis bien la première République soviétique chinoise en 1931. Cette République soviétique chinoise, la première, a été constituée par Mao Tse-tung, évidemment, qui fuyait les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek. Mais les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek les ont battus. Et à ce moment-là a commencé la longue marche précisément, n'est-ce pas, puisque en 1934, la République soviétique chinoise a été défaite par les armées de Chiang Kai-shek et je crois que, je ne sais pas, le génie de Mao Tse-tung a été de comprendre que la défaite ne serait pas définitive, qu'il fallait quelque chose, et c'est là qu'il a commencé la grande marche avec l'armée rouge et les cadres du Parti communiste, entament la longue marche qui a duré de 1934 à 1935 jusqu'à ce qu'ils finissent en 1949 par constituer la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Et très vite, là, les choses vont mal tourner parce que après cette fulgurante épopée révolutionnaire qui fut la longue marche, la République populaire de Chine va s'installer en 1949, mais après quelques années d'exercice, d'émancipation, de libération de la paysannerie, etc., cette révolution va se transformer en véritable culte de la personnalité avec le grand timonier et surtout deux échecs qui ont fait des millions de victimes, le grand bond en avant et ensuite la révolution culturelle. N'allons pas dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est que là, nous avons une nouvelle conception de la révolution, une adaptation de l'idée de révolution qui passe du monde européen industrialisé au monde non européen, asiatique, non industrialisé, formé par une majorité paysanne, et cela ne tombera pas dans l'oreille de sourds, puisque là, cette révolution, ce maoïsme va devenir l'idéologie dominante pour le tiers-monde nouvellement décolonisé. Autrement, le monde décolonisé va adopter à ses propres exigences cette nouvelle démocratie paysanne, disons, communiste paysanne, et donc l'idée de révolution va se déplacer complètement, à telle enseigne que lorsque nous arrivons à la conférence afro-asiatique de Bandung en Indonésie, qui a réuni en 1955 des dirigeants nationalistes de mouvements de libération nationale comme Hussein Ait Ahmed, le représentant du FLN algérien, Ben Youssef, le représentant du Destour tunisien, les grands leaders d'États indépendants asiatiques comme Sukarno, président de l'Indonésie, Chu Enlai, Premier ministre de la République populaire de Chine, Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, Nehru, le Premier ministre de la République indienne, et les leaders de pays africains indépendants comme Nasser, le président de la République égyptienne, Nkrumah, le président de la République de Côte d'Or, qui est le Ghana, qui deviendra la République de Ghana. Bandung, comme l'affirme Arthur Comte, fut le tournant de l'histoire grâce à cette mutation du concept de révolution. Et 10 ans après Bandung, mais tout en restant dans sa lignée, se tint, malgré l'embargo américain sur Cuba, en pleine guerre du Vietnam, malgré l'hostilité de l'URSS également, parce que l'URSS n'était pas favorable à la conférence de la Havane, se tint donc la conférence tricontinentale de la Havane en janvier 1966. Donc voilà, nous avons assisté à une formidable mutation de l'idée de révolution. Et je conclus en disant ceci. Je voudrais faire en conclusion une réflexion sur cette fantastique mutation de l'idée de révolution dans le monde soviétique, dans le monde chinois, mais surtout dans le vrai monde, la majorité, la majeure partie du monde territorialement parlant, n'est-ce pas?
Le plus étonnant lorsqu'on examine la question de la révolution dans sa pratique, n'est-ce pas, c'est de la voir périr en si peu de temps. C'est de la voir périr sans quasiment laisser de traces, en tout cas en apparence aujourd'hui. Ces excès ont peut-être emporté vers les fonds l'expérience des révolutions marxistes en URSS, en Chine, en Corée, en Afghanistan, au Yémen, s'il vous plaît. N'oublions pas que le Yémen a connu un État communiste au Yémen. En Afghanistan, n'oublions pas que tout est parti de là. L'Afghanistan que vous voyez aujourd'hui avec les talibans, en réalité, a commencé par faire une révolution communiste. Bref, c'est que la réflexion qui nous laisse un peu pantois, c'est la disparition aussi brutale, surtout en 89 avec la chute du mur de Berlin, de cette révolution qui semble partir sans laisser de traces. Mais pour conclure, je vous dirais qu'en histoire, il faut se méfier des surfaces qui sont calmes, silencieuses, sans bruit, qui semblent consacrer un état définitif. Sous cette croûte, il y a toujours des volcans qui dorment. Et on ne sait jamais quand ça repartira, je ne pourrai pas vous le dire. Je m'excuse d'avoir été long. Merci beaucoup pour vos encouragements. Je voulais juste vous dire que le canevas que j'ai ici, la documentation que j'ai est énorme. Je n'ai pas pu le faire parce que je ne serais jamais arrivé au bout de mes efforts et de mon ambition. J'ai été obligé donc de sacrifier les véritables données historiques, c'est-à-dire les dates précises, les mots, la précision de l'historien. Encore une fois, je vous dis que je suis un apprenti historien, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et la prochaine fois que je le ferai, je ne présenterai jamais à un public un plan tel que celui-ci. Je serai beaucoup plus modeste et j'adopterai uniquement la première partie et je laisserai une autre conférence pour la deuxième partie parce que, comme vous l'avez vu, j'ai été obligé de sacrifier la deuxième partie sur laquelle il y avait pourtant tellement de choses à dire. Je vous remercie et je voudrais maintenant qu'on passe à la discussion, c'est-à-dire que moi je serais vraiment intéressé par connaître, là il y a des collègues, il y a des doctorants, il y a des gens qui sont très intéressés et j'aimerais vraiment avoir leur opinion, leur réaction à ce qui a été dit. Je vous remercie. Voilà.